Le 25 janvier 2026, les fans de Dragon Ball du monde entier ont retenu leur souffle dans l'attente de l'événement spécial Genki Damatsuri. Événement organisé pour les 40 ans de la licence et leurs attentes ont été comblées. Non seulement un nouvel animé DBS va adapter l'arc de la patrouille galactique, mais en plus, nous aurons droit à un remake ou plutôt un remaster de l'anime Dragon Ball Super, et notamment de l'arc appelé Battle of God, ou encore l'arc du dieu de la destruction, cette fois-ci intitulé sobrement Dragon Ball Super Beerus. Ce qui fait que ce sera la 4e fois qu'on nous racontera cette histoire. Et oui, on a eu le film DBZ Battle of God en 2013, puis l'adaptation en manga dans le premier tome de Dragon Ball Super en 2015, et en parallèle, une autre adaptation animée en série, cette fois-ci avec le début de Dragon Ball Super à l'animé la même année. Alors qu'on se le dise, est-ce qu'on va aller regarder cette même histoire une 4e fois ? Évidemment que oui, parce que la passion n'a pas de limite, oui. Les changements auxquels on peut s'attendre seront un meilleur découpage de l'histoire, la coupe des scènes et épisodes superflus, pour un meilleur rythme et globalement un ravalement de façade et certaines couleurs et animations et sans doute quelques scènes d'action inédites. Genre, l'épisode 5 était dégueulasse à l'époque et avait fait un bad buzz avec Goku et CJ3 dégueulasse, et ben ça existera plus, hein, ils vont l'enlever, et c'est tant mieux, voire carrément le refaire, oui. Mais globalement, l'histoire restera la même. Déjà, entre le film Battle of God, l'adaptation manga et l'adaptation animée, il n'y avait pas énormément de différences dans le déroulé de l'histoire. Les seules différences notables sont les lieux de l'action, qui passent du jardin de Bulma à un bateau de croisière, et les mentions de Champa et des Super Dragon Ball. Sinon, c'est tout pareil. Les scènes clés sont les mêmes et le dénouement également. Et les défauts également. Et 8 ans après la fin de la diffusion de l'animé et près de 2 ans après le hiatus du manga, je pense qu'il est correct de dire que la majorité des fans de Dragon Ball et de Dragon Ball Super sont d'accord pour admettre que Dragon Ball Super c'était pas si ouf en fait. Alors on a tous kiffé le moment, on a kiffé suivre, attendre les chapitres et tout ça, mais c'était pas si fou. Et en y replongeant, je me demande si tous les signes de la débandade de Dragon Ball Super étaient pas déjà sous nos yeux depuis Battle of God, depuis l'arc Beerus. Est-ce que quelque part Beerus a pas détruit Dragon Ball Super avant même que ça ait réellement commencé ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui. Mais avant, un petit instant passion, bien sûr. Oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par le jeu Duet Knight Abyss. Oui. Duet Knight Abyss est un jeu de rôle d'action en monde semi-ouvert où magie et machine s'entremêlent. Duet Knight Abyss se déroule dans le monde d'Atlasia. L'histoire principale suit 2 protagonistes aux origines différentes dont les chemins se croisent au fil du récit. Ces 2 héros vivent des aventures parallèles, chacun affrontant des dangers, des factions rivales et des créatures démoniaques, tout en cherchant à découvrir la vérité derrière un mystérieux destin qui lie leurs 2 récits. Et les 2 principaux personnages sont doublés par Natsuki Hanae et Akari Kito qui doublent également dans Demon Slayer. Alternez librement entre combats rapprochés et attaques à distance, contrôlez plusieurs personnages hostiles uniques et vivez l'histoire à travers des perspectives multiples, en solo ou en coopératif multijoueur. Le jeu est disponible sur PC, iOS, Android, Epic Store et Steam. Télécharge-le dès maintenant via le lien en description. La mise à jour 1.2, le chant du grand vent partie 2 de Duet Knight Abyss est là et à la porte du lourd. 2 personnages électro très attendus. Zilliu, un perso DPS très populaire lors de la bêta fermée possédant 4 Ultimate et le personnage de Yu-Ming. Ces 2 persos rejoignent le jeu avec de nouvelles armes et sauts démoniaques, offrant encore plus de liberté dans les builds et le gameplay. Cette version introduit aussi des montures, la réputation régionale, les systèmes sociaux renforcés ainsi qu'une monture gratuite à débloquer. Côté confort, plusieurs améliorations de qualité de vie rendent la progression plus fluide, tandis que la personnalisation s'enrichit avec de nouveaux skins et un système de teinture amélioré. Au programme également 7 nouvelles quêtes secondaires, des événements temporaires inédits, la localisation française officielle, une mise à jour axée sur le contenu, la liberté de jeu et le world building. Découvre Duet Knight Abyss et télécharge le jeu dès maintenant via le lien en description. Merci d'avoir sponsorisé cette vidéo. Que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Avant toute chose, revenons en 2012, le 7 décembre 2012 plus exactement, date à laquelle la première bande-annonce de Dragon Ball Z Battle of God a été diffusée pour la toute première fois. Tous les fans de la planète étaient en émoi, parce que ça faisait des années que nous n'avions pas eu de nouveau contenu Dragon Ball à nous mettre sous la dent. Le dernier truc qu'on avait eu alors, c'était le petit OAV pour les 40 ans du Weekly Shonen Jump. Sangoku et ses amis sont de retour, et franchement, c'était vraiment pas ouf. Du Dragon Ball Z avec une animation moderne de ouf, et surtout ce titre, Battle of God.
Non, franchement, ça vendait du rêve. On était comme des fous, oui. L'attente était interminable, attention. On était tous là à se demander mais de quoi ça allait bien pouvoir parler, puis qu'on a vu Beerus qui avait été annoncé, mais comment il va être fort, à quel point il va être fort, ça va être quoi le Super Saiyan God? Non, franchement, fallait être là pour vivre le moment, c'était incroyable. D'ailleurs, fait intéressant, le design de Beerus avait beaucoup fait parler à l'époque, en mode « ouais, ça fait pas de DBZ, qu'est-ce que c'est que ce chat violet dégueulasse ?» Bon, un débat qui est inimaginable aujourd'hui, tellement le perso s'est imposé dans l'imaginaire collectif finalement. Autre fait intéressant à la base, Beerus aurait dû être un lézard, et le Super Saiyan God n'aurait pas du tout dû ressembler à ça. Ça devait être un espèce de Super Saiyan 3 avec une cape en ki magique. Faudra qu'on parle de cette version du film qu'on n'a jamais vue un jour, c'est super intéressant. Il y avait aussi eu énormément de débats autour du design du SSJ God à l'époque d'ailleurs. Des fois, vraiment, je me demande si finalement Dragon Ball, on préfère pas se l'imaginer que de le voir pour de vrai. C'est beau ce que je dis, mais en même temps c'est grave triste. Oui. Puis vint le fameux jour du 30 mars 2013, date de la sortie japonaise. Et là... Alors, le film a été un succès. Il a rapporté environ 50 millions de dollars à travers le monde, pour un budget de 50 millions de yens, soit à l'époque environ 500 000 dollars. Un budget ridiculement ridicule d'ailleurs, donc c'est un succès à relativiser. 50 millions mondialement, c'est pas tant que ça en fait, mais en comparaison du budget, c'est énorme. Un succès relatif donc niveau box-office, mais aussi niveau réception. Si une partie des fans est ravie de revoir Goku et sa bande sur grand écran, une autre est déçue du ton trop enfantin et comique du film. Les plus anciens d'entre vous se souviendront sans doute de ma petite review autour de ce film. Et oui, j'ai défendu ce film. Et je le défends encore aujourd'hui, attention. Quand je revois Battle of God, je me remets dans le mood de l'époque, dans le contexte. Comme je le disais, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de nouveau contenu Dragon Ball, du contenu frais. Et là, bam, on nous balance un film carrément. Bon, et puis je mens un petit peu, on avait eu un autre film Dragon Ball un peu avant, Dragon Ball Evolution. Rien que de l'évoquer, là, je me sens pas bien, là, j'ai envie de tuer un petit chat, je sais pas, c'est physique. Rien que de l'évoquer, je deviens nerveux. Et dedans, on avait du fun, de la bagarre, un nouveau méchant et même une nouvelle transformation. Alors oui, le scénario du film est ultra léger sa race, mais le film reste quand même relativement généreux. On retrouve l'humour, l'esprit toriyamesque, et franchement, personnellement, ça m'avait manqué. Donc forcément, remis dans le contexte, on sort de Dragon Ball Evolution et d'un OAV pété, forcément on a un vrai film DBZ qui sort, et ben on le prend et on est content en fait. Oui, mon appréciation du film est carrée par la nostalgie comme on dit de nos jours. Oui, et je n'en ai pas honte, oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je refuse de voir les défauts du film, attention, non. Oui, je comprends tout à fait qu'on trouve que le film semble manquer d'enjeu, parce qu'on parle d'affrontements entre dieux, dont un dieu de la destruction carrément, que le film s'appelle Battle of God, qu'on nous a promis de l'épique, et qu'on n'en a pas vraiment eu au final. Oui, bien sûr, il y a l'humour toriyamesque, mais DBZ, ce n'était pas que ça. C'était aussi des moments forts, de dépassement de soi, des moments qui donnent des frissons, et ça, on ne l'a pas dans ce film. Le moment qui s'en rapproche le plus, c'est le fameux « touche pas à ma Bulma !» Et ça dure 2 minutes. On retiendra surtout que la bataille finale est déclenchée par un vulgaire clafoutis. Il y avait aussi des petits soucis de retcon un peu chelous, comme le fait que ce soit Beerus qui ait dit à Frieza de détruire la planète Vegeta. Pourquoi faire en fait ? J'imagine que c'est parce que les Saiyans détruisent des planètes et des peuples. Mais dans ce cas-là, Frieza aussi. Du coup, tu veux les tuer parce qu'ils font ton boulot à ta place ? Mais du coup, si t'envoies Frieza détruire la planète, eh ben t'envoies Frieza faire ton boulot à ta place pour éliminer des mecs qui font ton boulot à ta place. Ça n'a pas de sens, je comprends pas pourquoi elle a voulu faire disparaître les Saiyans. J'ai pas pigé, mais pas Freezer. Ça n'a pas de sens. Il y a ça, et il y a aussi la date de conception et donc de naissance de Pan, qui colle plus du tout avec la fin du manga. Voilà. Donc, je vois parfaitement les problèmes du film, mais ça reste un film. Et comme tous les films et OAV DBZ, on aurait pu se dire, au pire, bon, c'est pas vraiment canon, même si pour le coup c'était écrit par Toriyama, on aurait pu se dire, vas-y, c'est pas grave, on laisse passer, c'est pas si important en vrai.
Oui. Je pense qu'à ce stade, on aurait pu laisser couler. Sauf que ce n'est pas resté un film. Ça a été adapté en manga avec Dragon Ball Super dessiné par Toyotaro et aussi en animé par Toei Animation. Ce qui était un film bonus pour faire kiffer les fans nostalgiques est devenu une suite officielle. Alors, comme on l'a vu, il y a quelques menus différences dans ces deux nouvelles adaptations, mais le corps du film est quasi intact, et les défauts qu'on aurait pu pardonner à un film sont devenus des défauts récurrents qui vont entacher l'intégralité de la suite de la saga. Finalement, tous les défauts de Dragon Ball Super étaient déjà présents dans l'arc Beerus et dans le film Battle of God. Oui. Déjà, il y a un problème avec le ton général de Dragon Ball Super, manga comme animé. Ce ton est beaucoup trop léger. Attention, je ne dis pas qu'il y a trop d'humour. Je ne dis même pas que l'humour était mal dosé d'ailleurs. C'est très bien l'humour Dragon Ball Super. Ce que je veux dire, c'est que le manque de gravitas, j'aime bien ce mot, de Beerus, est présent tout le long de Super ou presque. Dans le manga ou la série animée, je n'ai que trop rarement eu l'impression que les problèmes que devaient affronter nos héros étaient graves, ni même importants. Beerus veut détruire la Terre pour un clafoutis, bah c'est pas grave, il est juste un peu chafouin. Fukatsu no F, pourtant j'ai cru qu'à un moment ça allait redevenir un peu sérieux. On a le retour d'un méchant, Frieza, qui partage un lourd passif avec les protagonistes quand même. Il y avait matière à en faire quelque chose. Alors oui, on a le petit moment revanchard de Vegeta, vite fait. Oui, on a Goku qui se fait niquer bêtement, et qui permet à Frieza de détruire la Terre. Puis pouf, il est sauvé par Whis, qui remonte le temps, et poum, Goku arrête de jouer et achève Frieza une bonne fois pour toutes. Là, je me suis dit, ok, avec un truc comme ça, on va voir Goku grandir un peu, ça peut être intéressant. Mais l'arc d'après, on repart comme en 14. C'est le tournoi avec Champa. Le tournoi entre les univers 6 et 7. Dans l'idée, je n'ai rien contre, attention. On remet une vieille tradition Dragon Ballesque au goût du jour. Le tournoi. Et il est vrai que dans les deux premiers tournois du manga, le 21e et le 22e, c'était des événements sans enjeu réellement dramatiques. C'était prétexte à gag et à combat stylé. Et malgré le Fight Hit Goku Blue Kaioken, globalement, on s'en fout un peu de ce tournoi. Ça n'atteint jamais le génie des premiers tournois, ni les pics des derniers. C'est un arc sans aucune conséquence, donc sans importance, donc sans réel intérêt. Après ça est venu l'arc Mirai Trunks, ou encore l'arc Black, tu l'appelles comme tu veux. Et je pense en réalité que je devrais faire une vidéo dédiée entièrement à cet arc. Pour moi, c'est le seul arc qui a bien failli recréer ce sentiment d'épique des BZesque. Ce sentiment qu'on attendait tous. Mais je dis bien failli, parce que ça a fini clairement en eau de boudin. C'est-à-dire, on n'a pas battu Zamasu, on n'a pas sauvé l'univers de Trunks, Zeno fait tout le travail et hop, on retourne à nos vies comme si rien n'était. Ce qui m'amène à un autre problème, selon moi, gigantesque de Dragon Ball Super et qu'on retrouvait déjà dès l'arc Beerus et le film Battle of God, c'est le sentiment de non-accomplissement qu'on a tout au long de la série. Et oui, Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super ne gagnent quasiment jamais, si ce n'est jamais, par eux-mêmes. Dans Battle of God, Goku, même en SSJ God, se fait éclater par Beerus, qui à la fin du combat dira qu'il a utilisé que 70% de sa force. Alors que tu fasses le coup une fois pour donner à Goku un objectif à atteindre, pourquoi pas? Sauf qu'à bien y regarder, tous les arcs se terminent d'une façon similaire. Goku perd face à Frieza, qui parvient à détruire la Terre, vicieusement certes, mais quand même. C'est Whis qui leur sauve le cul. Goku perd face à Hit dans le tournoi. L'univers 7 remporte la victoire parce que Hit accepte de jouer le jeu face à Monaka et concède le match final. On vient de voir le cas de Black Zamasu il y a quelques instants, donc je vais pas y revenir. Et pour le tournoi du pouvoir, Goku ne parvient pas à vaincre Jiren par lui-même non plus. Face à Broly, il doit fusionner. Face à Molo, il gagne grâce au pouvoir de Oob. Contre Granola, ils perdent. Contre Gas, ils perdent. Et contre Black Frieza, ils se font laver comme jamais dans le manga. Alors, je veux bien que l'idée soit de montrer que Goku a encore des progrès à faire et trouve toujours des gars plus forts à affronter. Mais ça a toujours été une des grandes idées du manga original. Ça n'a jamais empêché Goku d'accomplir des choses, de remporter des victoires.
Le principe, c'était Goku s'est dépassé pour vaincre un adversaire. Un nouveau méchant plus fort débarque et force Goku à se dépasser encore plus pour gagner et ainsi de suite. Dans Dragon Ball Super, c'est Goku doit se dépasser pour perdre. Et le prochain adversaire qui débarque le force à se dépasser encore plus pour reperdre. Ce genre de message ne fonctionne que si des progrès sont accomplis, des choses sont accomplies. Voir Goku perdre en finale du 23e tournoi face à Ten Shin Han, ça marche, parce qu'on le voyait justement enchaîner les victoires durant l'arc du ruban rouge. Le voir perdre, même par malchance, montre son humilité et motive la poursuite de sa quête de progrès. La défaite est un marqueur d'étape. Là, c'est juste un gimmick nul. On passe d'un héros qui sauve tout le monde à un héros qui est sauvé par tout le monde. Plus du tout le même délire. Et ne me sortez pas la fin de l'arc-bout, parce que le contexte était totalement différent. Oui. Ensuite, Battle of God introduit un autre problème majeur, un problème majeur qui lie d'ailleurs les problèmes différents. Le personnage de Beerus. Eh oui. Beerus, selon moi, n'aurait jamais dû être un personnage récurrent dans Dragon Ball Super. Beerus et Whis, pour être plus précis. Ces deux personnages peuvent one-shot tous les adversaires que rencontrent Goku et Vegeta dans la série. La seule raison pour laquelle ils n'interviennent pas, c'est parce qu'ils n'en ont pas envie. Et s'ils n'en ont pas envie, c'est parce qu'ils considèrent que la menace n'est pas si menaçante. Et si eux pensent que le danger est pas si dangereux, pourquoi nous, en tant que spectateurs, on aurait ce sentiment? Et si encore, Beerus et Whis étaient les seuls persos du genre? Mais non! Il y a eu Zeno par la suite aussi. J'en avais déjà parlé longuement il y a quelques années dans un Dragon Ball intitulé Le problème Zeno. Si la menace devient trop grande, suffit de demander à Zeno. Et putain, c'est ce qui se passe dans l'Arc Black en fait. C'est quoi le message là? Donne tout ce que t'as, et puis si ça suffit pas, remets-toi-en à Dieu. Bon, dans un autre contexte, ça pourrait être un message stylé, sauf que là on est dans Dragon Ball, c'est pas du tout un message Dragon Ballesque ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, ça marche pas là. Dans Super Hero, Piccolo demande carrément à Shenron de devenir plus fort. Sans déconner, on est où là, quand j'ai vu ça, mais c'est le pire truc à faire dans Dragon Ball. Là, c'est renier toutes mes croyances, là, de voir Piccolo, les gentils, demander un power-up à Shenron. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est les méchants qui font ça, pas les héros. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Non, je suis pas d'accord. C'est honteux. Scandaleux, même. Oui. Bref, tout ça, pour moi, montre bien que, malheureusement, Dragon Ball Super a été condamné dès l'arc Beerus, dès Battle of God. Dès Battle of God, DBS était condamné à être médiocre. Parce que c'est l'arc qui, malgré lui sans doute, a donné le ton, le là à quasiment tout ce qui viendra après. Et si je comprends la hype du remaster ou remake, appelle ça comme tu veux, suscité par l'annonce de DBS Beerus, je reste absolument convaincu qu'à part un rythme plus digeste et une animation plus jolie, ça ne gommera hélas pas les réelles failles de cet arc, et ni celles de Dragon Ball Super. Et de base, quand tu dois faire 4 versions différentes de la même histoire en moins de 10 piges, c'est que déjà de base, il y a un truc qui pue. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a quand même hâte de voir DBS Beerus? Bah oui! Parce que malgré tout, Dragon Ball, c'est la vie! Ouais! Et avant de partir, j'en profite pour vous rappeler que la campagne de précommande du Spatule Jump numéro 2 est toujours en cours. Qu'est-ce que c'est le Spatule Jump numéro 2? C'est mon Shonen Jump à moi. J'ai sélectionné 5 artistes mangaka francophones, 5 histoires courtes rassemblées dans un seul recueil. Voilà, je vous laisse défiler les images, je vous mets le lien en description pour aller soutenir le projet, pour soutenir la création de manga française, indépendante et équitable. C'est important. Merci de votre soutien, que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?